comment allez-vous? Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 22 mars. Il est 15 h et je prends enfin le temps de me poser un instant pour entamer ce nouveau vlog qui promet d'être assez chargé à la fois d'un point de vue purement calendaire parce que j'ai mille et une choses à faire, j'ai mille et un dossiers sur lesquels je suis en train de travailler, je jongle avec différents impératifs, mais aussi d'un point de vue plus sentimental parce qu'aujourd'hui, vendredi 22 mars, c'est le jour précis de notre 10e anniversaire de mariage. Et rien que ça donne la note de ce mois de mars qui est assez incroyable jusqu'à présent parce que donc ça fait 10 ans que mon mari et moi sommes mariés et ça fait 10 ans qu'on est côte à côte dans le très bon, dans les déménagements, dans les orientations de carrière de l'un et de l'autre, à nous soutenir dans nos choix de vie, à trouver toujours des solutions pour arriver à ce que chacun trouve sa place sans prendre le pas sur le bonheur de l'autre, sans oublier bien sûr la naissance de notre fille il y a 15 mois et tout un tas d'autres très belles choses, mais aussi, il ne faut pas oublier, des épreuves plus compliquées, des difficultés parfois dramatiques et sévères, mais je suis quand même assez fière aujourd'hui de me dire qu'on a réussi et qu'on se tient là aujourd'hui, à se dire que ça fait 10 ans qu'on est mariés, qu'on est parents d'une petite fille adorable, alors que pendant des années, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, je hurlais à corps et à cri comme vraiment un marqueur d'identité fort constitutif de ma personne, que je ne voulais pas me marier et que je ne voulais pas d'enfant. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et que la thérapie, malgré tout, ça peut rendre service. Puisqu'on en est rendu aux confidences plutôt intimes, j'en profite aussi pour enfin vous révéler de façon officielle l'un des gros projets perso sur lesquels je travaillais depuis quelques temps, que j'avais vaguement énoncé dans le précédent vlog, mais en tournant vraiment très fort autour du pot. Mais je peux enfin vous le dire parce que c'est fait et que demain on va enfin pouvoir mettre les mains dans le cambouis. On a officiellement acheté notre nouvelle et première maison de famille. Donc on est ravis parce qu'on a eu les clés la semaine passée et que ce week-end on va pouvoir sortir nos plus belles cotes de chantier pour aller péter des murs, pour aller enlever des plinthes et faire sauter du carrelage parce que c'est un très gros chantier qui nous ouvre les bras. La maison en soi est tout à fait saine et tout à fait habitable, mais c'est plus des travaux d'embellissement pour la mettre à la fois au goût du jour mais aussi pour la modeler dans l'ambiance, dans l'atmosphère qu'on a envie de donner à ce nouveau foyer. On ne va pas s'ennuyer. Surtout que mon mari, comme moi, on a des emplois du temps de ministre en ce moment. Mais heureusement, on est bien entouré, on est bien aidé, donc ça va être un très beau dossier sur lequel on va pouvoir continuer de travailler. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout là pour vous parler de ça, parce que c'est bien de livres qu'il va être majoritairement question dans ce vlog. Et histoire d'entamer cette vidéo sur de bonnes bases, je vous propose de balayer ensemble ma toute dernière lecture, que j'ai terminée d'ailleurs pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Il s'agit de La Dernière Allumette, qui est écrit par Marie Vareille. Je l'ai découvert et dévoré en quelques heures sous sa forme audio, qui a été enregistré par Audiolib précisément dans le cadre du prix Audiolib 2024 dont je suis jurée, et c'est la première lecture que j'arrive à terminer parce que le premier titre dans lequel je m'étais lancée, qui fait partie de la sélection officielle, m'a totalement refroidi. Il s'agit de La Louisiane, je me souviens même plus du nom de l'autrice et j'ai calé péniblement à même pas un quart du roman parce que rien ne me plaît, que ce soit la narratrice, que ce soit les personnages, le style, le rythme, la cadence, le cadre, rien ne m'intéresse. Et pourtant le pitch est intriguant puisque ce sont des femmes qui sont enlevées de la salpêtrière pour être expédiées en Louisiane, pour être mariées plus ou moins de force et plus ou moins volontairement aux colons qui sont partis s'installer aux États-Unis. Donc c'est un petit peu moralement contestable, mais rien n'arrive à me capter. Alors que La Dernière Allumette, alors là, j'ai pris un peu de recul par rapport à la caméra, non pas parce que j'en avais marre d'être proche de vous, mais parce que j'étais vraiment sur un équilibre très instable avec mon genou gauche qui criait au supplice. Donc là je suis un petit peu mieux installée pour vous parler donc du dernier roman de Marie Vareille, qui est une autrice que j'aime beaucoup parce qu'elle m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps avec son roman Le Syndrome du Spaghetti, qui était sorti aux éditions Pocket Jeunesse, que j'avais lu d'un seul souffle un soir d'insomnie et qui m'avait mise dans un état, qui m'avait prise, qui m'avait tourneboulée comme ça, comme une vieille chaussette dans le tambour de la machine et jetée aux 80 tellement je savais plus quoi faire de ma couenne. Après avoir refermé ce livre, c'était une explosion d'émotions. Et là dans La Dernière Allumette, on est dans un registre très différent, mais j'ai retrouvé les talents de conteuse de Marie Vareille parce que si vous n'en avez jamais entendu parler, on va suivre l'histoire d'Abigail, qui est une petite fille qu'on va découvrir à travers différents extraits de journaux intimes tirés de son enfance à partir de l'âge de 7 ans, mais aussi au fil d'une narration assez elliptique
époque, d'elle en tant qu'adulte à notre époque contemporaine, et qui va nous raconter son enfance très tourmentée vécue aux côtés de Gabriel, son frère aîné, au sein d'une famille plus que dysfonctionnelle puisque leur père était violent et battait de façon répétée et très intense et absolument terrible et impardonnable leur mère quasi quotidiennement. Vous pensez bien qu'avec un prémisse pareil et un sujet aussi grave et malheureusement toujours autant d'actualité, on n'est pas là pour enfiler des perles et que l'autrice ne nous ménage pas tout en nous prenant par la main avec une plume qui est très honnête, très sincère, qui n'en fait pas des caisses tout en restant belle et efficace et en évitant tous les poncifs, les poussifs et les clichés qu'on peut souvent retrouver dans la littérature contemporaine mais que Marie Varey arrive à détourner assez subtilement. Il y a quelques retournements et évolutions que j'avais plus ou moins détectés parce que j'étais tellement investie dans l'histoire qu'il y avait parfois des dissonances ou comme des aberrations ou ce qu'on aurait pu juger comme des incohérences qui m'ont mis la puce à l'oreille sur certains éléments scénaristiques, mais pour autant j'ai été retournée comme il faut, j'ai été abasourdie, j'avais le souffle court quand l'autrice voulait nous tenir dans le creux de sa paume au moment où le suspense qu'elle avait tricoté depuis le début devenait insoutenable à son climax le plus vif, et c'est un récit d'utilité publique que tout le monde devrait prendre le temps de découvrir. Sinon, dans un tout autre registre, je suis plongée avec délice et délectation depuis quelques jours, voire même quasiment 10 jours, dans Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg, que j'ai ici dans la magnifique édition grand format de chez Nemos. C'est notre lecture commune en cours sur Patreon, et pour l'instant, c'est un franc succès. Ce livre fait partie de ceux que j'ai le plus annoté, souligné de toute ma carrière de lectrice, et il est tellement intelligent et brillamment exécuté qu'il fait partie des œuvres qui font bouger les lignes dans mon parcours de lectrice, mais même dans mon être. Il redessine subtilement certains contours de ma conscience, mais aussi de mon rapport avec les livres, de ce que j'ai envie d'exiger de la part des romans qui croisent ma route. En un mot commençant, Elisabeth von Harburg est un petit peu à la science-fiction ce que Robin Hobb a été à la fantasy pour moi, et c'est pas peu dire. Si d'un plan sur l'autre vous me retrouvez un peu échevelée, rose, c'est normal, c'est que je suis malade depuis 10 jours, je n'arrive pas à me défaire d'une crève qui m'est descendue jusque dans les bronches, donc je tousse comme une asthmatique. C'est assez désagréable, d'autant que ça me donne une voix un peu fluctuante, mais pour vous faire un très bref résumé de Chronique du pays des mers, on suit le destin de Liz Bay, qui est une petite fille qui grandit au sein du pays des mers, une société futuriste qui s'est construite et réorganisée sur les ruines de plusieurs sociétés dont la nôtre qui se sont effondrées au fil de l'histoire de l'humanité. Et dans ces nouveaux contours géopolitiques, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et qui ont dû se réorganiser suite à un virus qui a décimé la grande majorité des représentants masculins de l'espèce. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'en suis rendue à la moitié et que j'ai envie de savourer jusqu'à la dernière ligne ce roman avant de vous livrer mon ressenti final. Et puis surtout, je prépare une vidéo qui lui sera intégralement consacrée sur Patreon, donc je vais continuer à mûrir gentiment mes réflexions dans mon coin pour les condenser dans un format qui lui rendra, je l'espère, suffisamment justice. Mais cela dit, en dépit de ses grandes qualités à la fois littéraires mais aussi philosophiques et bien d'autres, je vais mettre Chronique du pays des mers en pause puisque j'ai reçu une box que je vais ouvrir là tout de suite en direct avec vous et qui me met dans un état de joie incommensurable. Pour ma défense, rien qu'en voyant la bête, on est quand même plutôt subjugué, donc on y va. Je la trouve splendide, avec un beau papier doré qui cache non pas un, mais 2 livres. Si je veux être plus précise, c'est 2 versions d'un même roman, à savoir l'édition brochée, mais aussi l'édition collector des Whisper Week, qui est l'une des prochaines parutions, mais aussi l'un des plus gros enjeux de l'année 2024 pour les éditions Ozu. Grâce à qui cette vidéo existe. Devant tant de beauté, j'arrive même pas à me décider sur quelle version a ma préférence parce que je trouve la couverture illustrée splendide, mais l'édition reliée n'est pas en reste, avec un jaspage très réussi, du fer à chaud, des pages de garde illustrées, des entêtes de chapitres avec des cabochons. C'est du très beau travail. Tout commença par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie, et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamia est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Isabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks.
Comme le laisse très clairement entendre le résumé, c'est un roman de fantasy, fantastique, jeunesse, qui est le premier opus d'une trilogie qui promet de devenir culte, parce que la version anglaise n'est pas encore sortie, que les droits ont été achetés dans 12 pays différents, et la version française fait d'ailleurs l'objet d'une sortie simultanée entre la version originale anglaise et celle dans notre langue, ce qui vous donne quand même à toucher du doigt l'enjeu et tous les espoirs que les éditeurs placent en ce titre. Il y a des textes dont on se rappellera toujours, où on était, ce qu'on faisait, ce qu'on a ressenti dès le premier chapitre. L'émerveillement à la découverte des enracinés, la peur devant le palais du Minotaure, la curiosité dans la forêt des murmures et la tendresse pour Benjamia, et la puissance de cette fin évidemment. Il y a des textes qui, dès qu'on les lit, s'imposent comme une évidence. On doit le publier, on doit offrir cet univers, cette lecture aux enfants plus ou moins grands. Je suis si fière aujourd'hui qu'Ozu Roman soit l'écrin français de cette nouvelle série fantastique, et j'ai tellement hâte de vous la faire découvrir. Jennifer Rossi, responsable éditoriale de chez Ozu Roman. Autant vous dire qu'en tant que grande lectrice mais aussi éditrice freelance, je suis très impatiente et très intriguée de découvrir ce texte né d'un primo-auteur qui a su tellement capter le monde de l'édition anglo-saxon mais aussi à l'international que je brûle de plonger dans l'effervescence à mon tour, peut-être la première. Et je dois dire que de ce côté-là, je vais être plutôt servie. Je m'en vais donc retourner à mon emploi du temps plus que chargé et j'ai hâte d'être ce soir pour me poser tranquillement et découvrir les premières pages de ce roman. Je reviendrai bien évidemment sur mes ressentis au fil de la lecture parce que si j'ai décidé d'allumer la caméra aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous montrer la box, mais aussi en prévision de la semaine prochaine parce que grâce aux éditions Ozu, je vais vous embarquer avec moi dans un petit séjour express à Londres pour assister à la soirée de lancement du roman en direct des locaux des éditions Penguin, l'éditeur anglais. Ce sera aussi l'occasion pour moi de passer quelques jours à Paris pour voir des amis, mais aussi pour me lancer dans quelques projets que je vous avais teasés dans ma vidéo Patreon, à savoir les premiers enregistrements d'interviews pour mon podcast sur les métiers du livre, mais aussi une petite virée dans les studios d'enregistrement de Audiolib. Donc j'espère que ces folles aventures littéraires vont autant vous plaire qu'à moi, et sans plus attendre, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao! Every Sunday I used to watch cartoons, but now I'm here waking up with you. I would get excited about my favorite show. Now you're the only thing I wanna watch and all I wanna know. And take me to a movie, a matinee, walk out in the middle, laughing all the way. Cause you thrill me, you chill me out. Got no reason to pretend I'm somewhere with someone else when you're around. You heal me, you feel me. Hey, je vous récupère lundi 25 mars, il est 11h du matin, contrairement à ce que pourrait laisser penser cet éclairage digne d'un film apocalyptique parce qu'il fait un temps absolument exécrable dehors. Il pleut pas, mais il fait très gris, assez froid, il y a beaucoup de vent, mais ma foi c'est pas plus mal parce que vu que demain je pars pour Paris, j'ai pas encore regardé la météo, mais bon, il y a une chance sur deux qu'il fasse pas un temps extraordinaire, et à Londres, bah, c'est un peu qui tout double. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai eu beau temps, mais peut-être que cette 4e fois sera celle de trop, et que pendant 2 jours on sera noyé sous des trompes d'eau. Donc je sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée, mais il va falloir que je me penche sur la question parce que juste après ce clip, il va falloir que je m'attelle doucement à faire ma valise parce que non contente de devoir emmener quelques vêtements histoire de pas déambuler dans les 2 capitales nue comme un verre, il faut aussi que je prévoie du matériel de tournage, ma caméra, mes micro-cravates, mon ordinateur pour faire du montage, et que j'organise ça de façon pertinente parce que en gros demain soir je dors à l'hôtel dans le 19e puisque mercredi on part assez tôt, on prend l'Eurostar avec Elodie donc de l'équipe Ozu pour se rendre à Londres, et que ensuite quand on revient jeudi soir je dors chez ma tante. Sauf que j'aimerais voyager le plus léger possible à Londres et qu'avec le matériel de tournage dont j'ai besoin pour mes podcasts c'est compliqué, donc il faudrait quand même que je trouve une façon de stocker une partie de mes affaires. Donc ça va demander une logistique un peu complexe, mais je me pencherai dessus après. Et je suis désolée de pas vous avoir repris pendant le week-end parce que vous aurez peut-être eu quelques images, mais comme prévu on était bien occupés parce que samedi on a fait du gros œuvre, on a cassé un mur
dans la cuisine, on a fait sauter du carrelage, on a commencé à refaire des niveaux dans la pièce qui sera mon futur bureau. Bref, on n'a pas compté nos heures ni nos efforts, on était claqués. Heureusement que ma belle-mère a pu nous garder Mia, histoire qu'elle soit pas avec nous pendant qu'on maniait les marteaux parce qu'elle aurait respiré beaucoup de poussière et fini complètement sourde, donc c'était pas l'objectif. Elle était tranquillement avec sa mamie, on l'a récupérée le dimanche midi et on en a profité pour aller choisir notre prochaine cuisine, le carrelage qu'on voulait mettre au rez-de-chaussée, tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps et on était tellement fourbus, plein de poussière, fatigués que j'ai pas eu le cœur à reprendre ma caméra, mais malgré tout j'ai un petit peu avancé dans les premiers chapitres de Whisper Week, j'en ai lu 6,5 et pour l'instant je suis très favorablement surprise par ce roman parce que rien que le prologue est très intriguant, mais aussi tellement sombre. Il y a une mort assez violente dès les premières pages qui pose l'intrigue bien comme il faut, avec une dose de frisson assez satisfaisante et que je ne m'attendais pas à retrouver dans un roman jeunesse. Et par la suite, ces 6 premiers chapitres sont une très belle alternance, un beau dosage entre une ambiance très chaleureuse, très feutrée, très enveloppante, puisqu'on va suivre Benjamia qui est un garçon dont l'environnement familial est un petit peu tendu en ce moment parce que ses parents sont partis quelques jours pour essayer de sauver leur couple. C'est un peu le week-end de la dernière chance. Ils sont au bord du divorce, ils ne s'entendent plus, c'est très compliqué, mais ils ne veulent pas non plus renoncer complètement à leur couple et à leur vie de famille. Donc ils essayent tant bien que mal de sauver les meubles, mais pour n'importe quel enfant, c'est très difficile et très douloureux d'évoluer dans un quotidien qui est baigné de cette atmosphère angoissante et pesante des non-dits, des gens qui se disputent, qui ne se supportent plus. Pour l'avoir vécu en tant qu'enfant de parents divorcés qui ne pouvaient plus s'encadrer, qui passaient leur temps à se jeter des trucs à la figure, je suis en totale empathie avec Benjamia, qui a quand même bon an mal an un peu de chance dans son malheur, c'est qu'il habite à Flamèche-les-Eaux, un petit village que le narrateur qualifie d'endroit très quelconque où il ne se passe jamais rien, qui est assez ennuyeux. Sauf que il y a quand même une librairie, il y a quand même un atelier de poterie, c'est au bord de l'eau, donc c'est peut-être ma vision de trentenaire qui veut ça, mais ça me vend plutôt du rêve, d'autant que Benjamin file un coup de main dans la librairie familiale. Il tient la caisse au beau milieu de cette maison de village qui est coincée entre ses voisines et qui est pleine à craquer de livres. Toute sa petite famille vit au premier étage et tout le rez-de-chaussée est noyé sous des amoncellements de livres qui n'ont visiblement ni queue ni tête. Donc je trouve que c'est quand même un environnement plutôt sympa, d'autant qu'il est laissé au bon soin de sa grand-mère qui a à cœur de le préserver et de l'aider, de l'accompagner au mieux dans cette épreuve très difficile. Donc elle lui prépare ses petits plats préférés, elle est très à l'écoute. Bref, c'est une ambiance gourmande, feutrée, chaleureuse qui nous tend les bras et qui nous propulse directement dans cette atmosphère qui n'est pas sans me rappeler celle que j'aime tant dans Page et compagnie de Hannah James, parce que c'est un petit peu le même environnement d'une librairie familiale dans laquelle les figures de grands-parents sont omniprésentes, donc c'est vraiment pas pour me déplaire. Mais la grande particularité de ce récit, c'est qu'à l'image du prologue, qui était quand même assez fort de café, on rentrait dans le vif du sujet, il y a une pointe de fantastique assez frissonnante qui est piquée directement dans le corps du récit sous la forme d'une étrange poupée aux yeux réalisés à partir de boutons blancs qui va arriver par la poste dans un courrier adressé à Benjamia. Il pense de prime abord être un genre de souvenir expédié par ses parents qui sont donc en voyage à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est pas tout à fait ça parce que cette poupée a l'air de faire des trucs un peu bizarres pendant la nuit. Et histoire d'entretenir le mystère et d'attiser d'autant plus notre curiosité, à chaque début de chapitre, une page tirée d'un manuel d'histoire qui est écrit par le mystérieux Colum Fille de Loup et qui nous livre quelques anecdotes sur un mystérieux endroit qui s'appelle Dédaleum, dans lequel des échos sont attribués à chaque personne au moment de leur naissance. Et à l'heure actuelle, difficile pour moi d'étayer davantage ce résumé parce que je n'en suis que là, mais c'est très prometteur. J'aime beaucoup ce que je lis, la plume est efficace, enlevée, on a du mystère, on a de la douceur, quelques frissons. Pour l'instant, le cocktail est très réussi. Et sur ces bonnes paroles, c'est donc affublé de mon éternelle salopette que je vais enfin prendre le temps de faire mes bagages et je vous retrouve très vite. Mouah, prenez soin de vous. I've got your eyes to see mine and your voice to calm me down. And take me to a movie, a matinee.
'cause you thrill me, you chill me out. Got no reason to pretend I'm somewhere or someone else when you're around. You heal me, you feel me out. I'm exactly who I wanna be when I'm with you. You make me feel I'm more than enough. To me that's love. To me that's love. Take me to the ocean, out into the waves. Hold me in your arms, we can float away. Let's go to the city, shine with all the lights, sing on every corner. It could take all night. And that's alright. You thrill me, you chill me out. Got no reason to pretend I'm somewhere or someone else when you're around. Et coucou, je vous récupère mercredi 27 mars, il est 6h53 très exactement. Je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel près de Gare du Nord. Mes affaires sont rassemblées, je suis prête. Je vais partir dans quelques instants pour la gare pour rejoindre Elodie, la chargée de com des éditions Ozu, avec qui je pars à Londres pour ce très beau projet. Mais avant ça, je tenais quand même à allumer la caméra pour vous donner mon avis final sur les Whisper Weeks parce que je les défonce. Alors pour ma défense, c'est écrit relativement gros, mais ça reste tout de même un bébé assez épais. Mais je n'ai pas vu le temps passer. Je lui ai consacré la quasi-intégralité de mon trajet en train. En gros, la première demi-heure sur les 4 heures qui me séparaient de Toulon à Paris, j'ai répondu à mes mails en retard, j'ai répondu à quelques commentaires, j'ai pris des notes pour des projets en cours. Et ensuite, je me suis consacrée corps et âme et bien au Whisper Weeks et je me suis absolument régalée. Maintenant que j'ai terminé, j'ai évidemment une idée très précise des contours de l'histoire, donc ça va me permettre peut-être de vous dresser un résumé plus complet, en tout cas plus parlant que ce que j'ai pu faire précédemment, parce qu'il me semble que dans le plan précédent, je m'étais surtout concentrée sur les prémices de l'histoire avec ce prologue très intriguant, la découverte de Benjamia et de sa famille dans le petit village de Flamèche-les-Eaux, le tout nimbé d'une aura de mystère qui n'était pas sans rappeler la magie vaudou avec cette poupée qui s'animait plus ou moins pendant la nuit. Mais je peux vous dire que ce n'est là que les prémices de l'histoire parce que tout va se déclencher précisément une nuit quand Benjamia va entendre cette poupée bizarre se transformer en oiseau et que le dit oiseau va le guider dans les sous-sols de la librairie dans laquelle il vit et que au sous-sol il va tomber sur une porte qui n'a jamais été présente et en la traversant il va débouler dans Dédaleum qui est un monde totalement différent du nôtre et qui porte très bien son nom puisqu'il est labyrinthique. Les gens n'arrivent pas à voyager d'un quartier à l'autre, ils ne peuvent pas vraiment s'éloigner de plus d'une ou deux rues de leur lieu d'habitation au risque de ne plus jamais retrouver le chemin de la maison. Et pour couronner le tout, l'intégralité de la mythologie, de l'histoire de Dédaleum semble reposer sur des meurtres à répétition de mages très puissants qui sont devenus fous à cause d'une trop grosse quantité de pouvoir qui aurait ensuite été assassiné par un personnage encore plus sombre qui aurait été lui-même remplacé par quelqu'un d'encore pire et cette personne régnerait dans son palais au cœur du labyrinthe que représente Dédaleum et Benjamia qui va être propulsé dans ce monde sans possibilité de retourner dans le sien puisqu'à partir du moment où il a franchi le seuil de la porte mystérieuse, celle-ci a disparu, il n'a plus d'autre choix que d'entrer de plein pied dans cette nouvelle réalité et Ansel et Elisabella vont plus ou moins le prendre sous leur aile et c'est le début d'une folle épopée puisque le frère jumeau d'Elisabella a disparu dans des conditions très mystérieuses il y a quelques temps de cela et du haut de ses 11 ans elle est déterminée à le retrouver à tout prix. En termes de résumé, je n'ai pas envie de vous en dire plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien exécuté, c'est très bien réalisé. Et si vous avez aimé à la fois Page et compagnie de Hannah James, comme je vous le disais, pour l'ambiance chaleureuse qui se concentre mine de rien beaucoup sur le noyau familial, sur de belles valeurs de partage, d'entraide et des aventures qui s'enchaînent dépaysantes à souhait, eh bien à mes yeux, les Whisper Weeks sont une grosse vague assez similaire, mais ça ne s'arrête pas là parce que l'une des spécificités de ce monde, c'est que chaque personne est ce qu'on appelle un maître des échos, c'est-à-dire qu'à leur naissance, quelqu'un
quelqu'un va confectionner une poupée qui va les suivre tout au long de leur vie. Une poupée qui est constituée d'une force magique qui s'appelle l'Aether et qui ressemble bon an mal an à la force aux médicloriens dans Star Wars ou le mana dans beaucoup de récits de fantasy. C'est vraiment cette texture magique qui flotte dans l'air et qui est constitutif de l'univers en lui-même et avec lequel les habitants de Daedaleum sont capables plus ou moins d'interagir au travers de cette poupée qui s'appelle un écho et qu'ils portent toujours attaché à leur ceinture mais qu'ils peuvent projeter dans le monde grâce à une connexion psychique qui est développée au fur et à mesure de l'histoire. Et même ce point je l'ai trouvé extrêmement malin, mais ça m'a aussi quand même beaucoup rappelé le système des démons dans les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, sans peut-être la dimension ésotérique qui peut rendre parfois le récit et la trilogie de Philippe Pullman un petit peu opaque, mais il y avait quand même une petite vibe qui n'était pas sans déplaire. Mais ça m'a aussi énormément rappelé Nevermore dans le côté très immersif et créatif et inventif de Daedaleum, parce que c'est un mélange de mythologie, de magie, il y a des artefacts dans tous les sens, il y a un vocabulaire qui est propre à ce monde, qui est régi par ses codes, par son bestiaire, par son architecture, par son fonctionnement géopolitique, stratégique. Bref, je me suis régalée. Et si je vais encore un petit peu plus loin et que je continue à décortiquer le ressenti suscité par ma lecture, je crois aussi que je peux le rapprocher pas mal avec Magic Charlie de Audrey Alouette dans ce côté mélange d'événements gravissimes qui est quand même contrebalancé par un effet éminemment réconfortant et qui reste malgré tout omniprésent au fil de la narration. Et la nuance des deux, l'agencement des deux est très bien géré, très bien dosé et je me suis sentie enveloppée aux côtés de ces personnages, même si parfois il y a des scènes qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête et je trouve ça plutôt fort. Et peut-être pour achever de vous donner envie, tout en essayant de préserver au maximum les rebondissements et tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce premier tome, je crois que mon esprit a aussi fait un rapprochement entre ce roman et Bienvenue à Perfect City qui était sorti aux éditions Fleurus il y a quelques temps, parce que c'est un monde dans lequel les gens peuvent extraire la couleur contre de l'argent. La couleur, c'est vraiment l'un des biens les plus précieux et les plus monnayables dans Daedaleum. Et il y a tout un système de fraude, de mafia, de police secrète, de milice, mais aussi de jeux de pouvoir et d'influence qui se jouent et qui se nouent et qui se cristallisent autour des couleurs. Donc les quartiers les plus pauvres sont facilement reconnaissables parce que ce sont des dégradés de gris et de blanc. Bref, toute couleur a déserté le paysage quotidien. Et ça m'a rappelé cette ambiance de Perfect City où tout semble idyllique, mais parce que les habitants doivent porter en permanence des lunettes qui faussent leur perception de leur environnement immédiat. Et même si ça reste diamétralement différent dans l'exécution, une fois de plus, c'est l'ambiance et le type de récit jeunesse que vous allez pouvoir retrouver dans ces pages. Et c'était vraiment très chouette. Je vais vous laisser là parce qu'il me reste précisément 3 minutes pour boucler ma valise, remettre le trépied et la caméra dans mon sac et filer, sans oublier bien sûr mon petit déjeuner qui sera constitué d'une brioche à la pâte de sésame noir que je suis allée chercher hier à la boulangerie acquis pendant mes déambulations parisiennes. Et j'ai tellement hâte, je suis tellement impatiente de me rendre à Londres. Ça fait des années que j'y suis pas allée, c'est une ville que j'adore pour son ambiance. À chaque fois qu'on se paume dans un quartier, c'est une autre ville au sein de la ville. Bref, j'adore Londres et je suis d'autant plus enchantée d'y aller que c'est pour défendre un bouquin qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Alors en route mauvaise troupe, c'est parti. I know you said it in the heat of the moment, but did you say what you mean? Yeah. Your face turned bright red and your body was frozen. Think I could hear your heart beating out your chest, and you sweat and your palms just won't rest. For a second you'll regret it, almost wanna take it back, but it's too late cause you said it. I hope you meant it. Don't be embarrassed, no. Baby, it ain't just you. I feel it too. I know this feelings are new. Oh baby, even though I'm playing it cool, here's the truth. I feel how you do and I love you too. That awkward silence when you just don't know if you might have made a mistake. Yeah, yeah. Had a suspicion, I was secretly hoping that we were on the same page. Cause your chest, your sweat, and your palms just won't rest. For a second,
Don't be embarrassed, no. Baby, it ain't just you. I feel it too. I know this feeling's are new. Oh baby, even though I'm playing it cool, here's the truth. I feel how you do, and I love you too. It's too late 'cause you said it. I hope you meant it. Don't be embarrassed, no. Baby, it ain't just you. Ooh, oh, oh, ooh, oh, oh. I feel it too. Ooh, oh, oh, ooh, oh. I know this feeling's are new. Oh, baby, even though I'm playing it cool, here's the truth. I feel how you do, and I love you too. Ooh, oh, oh, ooh, yeah, yeah. I feel it too. I feel it, I feel it. I know this feeling's are new. Oh, baby, even though I'm playing it cool, here's the truth. I feel how you do, and I love you too. 'Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. 'Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. In the sun when I found you, the one you call. You got what I need, and you always be turning my sky blue. But maybe I can't get to you, so why don't you come to stay? 'Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. 'Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. Go and open the door. And I've been waiting so long. The time for you has come. I want you show. The rain has been around for way too long. 'Cause baby, like, ooh, 'cause baby, like, ooh, 'cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. 'Cause baby, like, ooh, it's all another flower lay. The sun goes around and stays. Can't wait for the long day. Hey, je vous retrouve mardi 2 avril. Il est 12h48 et je meurs de faim, mais comme je me connais, ça va prendre quand même un petit moment vu tout le programme qui est derrière moi. Je me suis munie d'une part de cake à la châtaigne qui a été réalisé par ma belle-mère, histoire de juguler un petit peu cette faim qui m'assaille, parce que si je me pose pour déjeuner, je vais jamais avoir le courage de reprendre la caméra et ça va encore décaler tout mon planning d'une journée. Donc on dit stop à la procrastination, tant pis pour la faim, on trouve des dérivatifs qui, ma foi, sont fort agréables. Et je suis ravie de vous retrouver
de retour en France et avec un petit peu plus de temps devant moi pour vous débriefer globalement mon expérience Paris-Londres, qui ont été toutes les deux magnifiques et très stimulantes et chargées de belles rencontres. On va commencer par Londres parce que j'ai eu l'occasion de passer ces 2 journées en compagnie d'Elodie, qui est une personne adorable. J'avoue qu'en tant que personne un peu anxieuse, angoissée, qui n'est pas forcément toujours très à l'aise avec les interactions sociales, l'idée de me retrouver entre 4 yeux avec une personne qui avait l'air au demeurant charmante parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises par mail, sauf qu'on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière un écran. Donc je vous avoue que la veille au soir et même le matin au moment de partir pour Gare du Nord, j'étais un peu dans mes petits chaussons en me disant mon Dieu, si ça ne se passe pas bien, si elle me trouve complètement crétine ou si le courant ne se fait pas, ça va être 2 journées assez difficiles, assez pénibles. Et heureusement non, le trajet dans l'Eurostar est passé à la vitesse de l'éclair tellement on a appris à se connaître, on a papoté de tout et de rien. Mais c'est vrai qu'entre personnes qui travaillent dans le milieu du livre, c'est toujours plus facile parce qu'on a toujours un gros atome crochu sur lequel échanger. Donc c'était passionnant. En plus, elle avait tellement bien tout préparé, l'itinéraire, les endroits où on allait s'arrêter, ce qu'on devait voir, quel type de contenu elle avait en tête pour animer les réseaux sociaux du groupe Ozu. Donc j'avais entre guillemets plus qu'à me laisser porter, ce qui est fort agréable et appréciable, surtout quand on est maman et qu'il faut toujours tout anticiper, planifier et prendre sur soi, sinon jamais rien n'avance. Vous aurez eu logiquement plein d'images, donc je vais pas revenir en détail sur chaque chose, mais le gros point fort de cette escapade, c'était la raison même de notre venue là-bas, c'était la rencontre avec Jordan Lee, mais aussi toute l'équipe Penguin, que ce soit l'équipe commerciale, marketing, éditorial, on a même pu échanger à bâton rompu avec l'éditrice de Jordan autour notamment des questions de traduction. On a notamment parlé de Babel de R.F. Kuang. Bref, c'était un excellent exercice pour me dérouiller en anglais et je me suis rendu compte que on arrivait quand même très bien à se comprendre, on arrive à plaisanter, donc c'est que le niveau est toujours là. Et ça, mine de rien, c'est satisfaisant parce que quand on a l'occasion de pratiquer l'écoute et la lecture, c'est bien, mais la partie expression orale, c'est toujours un petit peu compliqué. J'arrive encore à me caler quelques sessions avec Cambly, qui est un site dont je vous avais parlé, je crois, dans un vieux vlog quand j'étais enceinte, puisque c'était à ce moment-là que j'avais découvert la plateforme, et je continue à vous la recommander chaudement, sauf qu'avec mon emploi du temps du moment, ma fille, mes 3 jobs, l'achat de la maison, les travaux, c'est compliqué de me dégager du temps pour l'apprentissage, mais j'essaye quand même de ne pas complètement lâcher l'affaire, et ça valait le coup parce que Jordan est une personne adorable, très timide. Il y avait aussi sa fille qui m'a complètement fait craquer. En plus, comme je n'avais pas Mia avec moi et qu'elle me manquait terriblement, j'étais encore plus en mode maman poule qui a besoin d'amour et d'affection et de sa dose d'interaction avec des personnes en bas âge. Et quand je m'entends parler, je me fais peur parce que je faisais partie de ces gens qui ne savaient pas quoi dire à des enfants, qui étaient très mal à l'aise en leur présence avant d'en avoir moi-même. Donc si vous avez cette frayeur de vous reproduire et de vous dire je ne sais pas gérer un enfant, je ne sais pas, je ne saurais même pas par où commencer pour m'en occuper, croyez-moi sur parole, ça vient au moment opportun, vous apprenez sur le tas et c'est très pratique. Mais ça fout un peu les jetons parce que on se rend compte à quel point notre cerveau est malléable et capable d'évoluer et il faut accepter le changement quoi. Quoi qu'il en soit, ça a été un moment très privilégié que je vais garder chaudement dans mon cœur parce que entendre parler l'équipe éditoriale sur tout ce que le texte leur a apporté, mais aussi quelques mots de l'auteur sur son processus créatif et aussi ce que ça demande pour lui de se lancer dans cette nouvelle carrière parce qu'il n'aime pas forcément être de l'autre côté de l'objectif et d'être le centre de l'attention. Donc il y avait une grosse charge émotionnelle au moment de cette soirée dans un cadre qui était en plus somptueux, magnifique. Et ça a d'ailleurs été l'occasion de récupérer la version anglaise du roman qui n'est pas non plus vilaine à regarder. Elle se présente comme ça. C'est une version reliée, mais je crois qu'il en existe plusieurs parce que quand on a fait le tour des librairies le lendemain avec Elodie et qu'on est d'ailleurs retombé sur l'auteur en lui disant mais promis, juré, on ne vous stalke pas. On est là pour regarder la mise en place de façon strictement professionnelle. C'était assez rigolo. Mais bref, il y avait des éditions reliées avec un jaspage bleu électrique qui reprenait le motif du labyrinthe de Dédaleum. Et ma foi, c'est aussi très joli. On a aussi eu les petits marque-pages, mais aussi le tote bag recto verso avec une citation que j'avais d'ailleurs moi-même récupérée et annotée et soulignée au moment de ma lecture. A bookshop is paradise, a bookshop is home, a bookshop is a door to thousands of worlds and more. Et quel lecteur ou lectrice oserait ne pas être d'accord? Oh, et d'ailleurs, trop mignon, on a également eu notre propre écho, notre poupée personnalisée. Il y avait une intervenante qui était là pour organiser une sorte de mini cérémonie de remise de notre écho. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mien est assez clinquant avec sa chaîne en or autour du cou.
mais il a un petit cœur comme ça cousu, je le trouve trop chou. Et je suis pas la seule d'ailleurs parce que je l'ai glissé dans ma bibliothèque et qu'il est déjà plein de bave parce que ma fille l'adore. Ce qui est chouette aussi quand on participe à des soirées de lancement, c'est qu'on a l'occasion de recueillir et de discuter et d'échanger autour de nos ressentis de lecture. Et ce qui est énormément ressorti globalement, c'est la thématique du deuil, parce que c'est à la fois un adieu à certaines relations, mais aussi à soi-même sous certains aspects, parce que c'est un récit d'apprentissage très efficace qui va confronter le héros principal à toutes ces contradictions, parce qu'il y a une dichotomie très forte entre les sciences, le savoir et l'imagination, la création, qui est même incarnée fondamentalement dans l'existence de Benjamaya, parce que d'un côté vous avez sa mère qui est scientifique, qui est factuelle, qui est très attachée à la science et au savoir, et de l'autre vous avez son papa qui est beaucoup plus créatif parce que je crois qu'il est auteur, écrivain, libraire, enfin bon bref, un homme de lettres, et les deux sont présentement en instance de divorce, je vous le rappelle, ce qui est une façon littérale de jouer la confrontation entre ces deux univers qui a priori n'ont rien à faire ensemble, sauf que toute la narration des Whisperwicks est une mise en scène de l'effondrement de cette dualité qui est très manichéenne au départ et qui va devenir de plus en plus subtile au fur et à mesure que Benjamaya fait l'expérience du monde, de soi-même, des autres, et qu'il est confronté à d'autres points de vue et à des réalités qui sont bien moins faciles et simples à appréhender que ce qu'il ne pensait de prime abord. Et j'étais très sensible à l'idée que l'intelligence ne peut fonctionner qu'en étant un mélange de connaissances, de savoir. Il faut s'éduquer, il faut être curieux, il faut avoir envie d'approfondir les choses, mais qu'il ne faut pas non plus s'asseoir ou rejeter le pan plus créatif, plus rêveur lié à l'imagination, et que c'est en combinant les deux qu'on arrive vraiment à obtenir une forme d'intelligence pérenne et utile qui va nous permettre à la fois de trouver notre place dans le monde, mais d'apporter des changements positifs sur notre environnement. Et ça, c'est quand même de très belles valeurs à mettre en scène, à la fois pour les jeunes lecteurs, mais pas seulement, parce qu'à 31 ans, je reste quand même sensible à ces thématiques. Et puis autre gros pan de l'histoire qui a été mis en valeur pendant cette soirée de lancement, c'est tout l'amour porté au livre et à quel point la lecture est une porte littérale vers d'autres mondes. C'est une façon de se confronter à autrui, à ce qui est différent, à ce qui est nouveau, mais pas seulement d'un point de vue purement géographique, géopolitique, mais aussi à toucher du doigt, à appréhender des intériorités, des façons de penser, de réfléchir et de percevoir le monde qui ne sont pas les mêmes que nous. Ce sont d'autres biais, d'autres prismes qui sont proposés comme une boîte à outils qui nous permet de grandir en tant qu'être humain, à la fois dans notre rapport au monde, mais aussi aux autres, avec plus de tolérance, de bienveillance et de compréhension. Et ça, c'est trop cool. Mazette, et ce cake aussi, il est trop cool. Ah. Et en plus, en le faisant glisser avec un petit gain matcha, c'est parfait. Donc cette expérience londonienne, elle a été excellente sous tout rapport. Le Airbnb était hyper sympa, l'équipe de Penguin était adorable, on a visité plein de choses chouettes, on a eu un temps très fluctuant, mais ma foi à l'image du roman aussi, donc on était complètement immergés pendant 2 jours. C'était une bulle totalement à part qui m'a fait beaucoup de bien, à tel point que je n'ai même pas ressenti l'appel du consumérisme. J'ai juste ramené un petit souvenir parce que j'aime le faire en voyage et un petit cadeau pour Mia, et les deux ce sont des livres. En même temps, je trouve que c'est presque héroïque de m'en sortir avec un bilan de 2 livres uniquement, parce qu'avec un tour des librairies qui nous a précipité dans une dizaine minimum d'établissements où il n'y avait que des livres à perte de vue, avec des éditions toutes plus belles les unes que les autres, c'est presque un tour de force. Vous allez peut-être rire parce qu'il y en a un que j'ai déjà dans sa version française, puisqu'il s'agit de ceci, d'Allergut's Dream Department Store. C'est écrit par Miyili et en France on l'a sous ce titre et cette édition, à savoir Le Grand Magasin des Rêves. C'est publié aux éditions Piquier et on y suit l'histoire de Penny, qui est une jeune femme qui va être embauchée dans le Grand Magasin des Rêves, qui très littéralement, très factuellement vend des rêves dans lesquels chacun et chacune peut ensuite se plonger. C'est un univers très décalé, très onirique pour le coup. J'avais commencé à lire ce roman puisque j'en étais rendue à la page 50 et que ça me plaisait énormément, et j'avoue que quand j'ai croisé cette édition que je trouve à la fois très kitsch mais très jolie, je me suis dit que ça ferait un joli souvenir de voyage. Et pour Mia, qui est à la fois la digne fille de sa mère et en même temps pas du tout, j'avais pris un album jeunesse qu'elle a du coup déjà lu plusieurs fois, enfin en tout cas qu'on a lu et feuilleté ensemble, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais elle a aussi du coup largement eu le temps de colorier dessus. J'ai même pas eu l'occasion de vous le montrer qu'il est déjà défiguré. Il s'agit de The Bookshop Cats, qui est un album sur une librairie tenue par des chats. C'est très mignon et en plus ça met en scène un chat noir. Notre chat à la maison est un chat noir, donc c'était aussi l'occasion de lui faire un petit clin d'œil à son quotidien. Il y a des livres, des plantes et des objets mignons absolument partout, donc c'est toujours avec très grand plaisir qu'on le feuillete ensemble.
Et si j'étais très fière de vous affirmer qu'à Londres j'avais été éminemment raisonnable, je peux moins le dire pour mon séjour express à Paris, parce que le premier jour avant de retrouver des amis pour déjeuner, puis de retrouver Chloé pour enregistrer le premier épisode de mon podcast sur les métiers du livre, et ensuite d'aller dîner avec d'autres amis, et ben je suis passée chez Gibert. Et qui dit Gibert dit livre d'occasion, dit donc craquage, qui se manifeste de façon assez conséquente, mais il y a une exception dans cette pile que je n'ai pas acheté, c'est un cadeau de la part de ma chère amie Léa qui m'a ramené du boulot, un exemplaire poche de Pachinko écrit par Min Jin Lee parce qu'elle a vu ma vidéo dans laquelle je parlais de mon gros coup de cœur pour l'adaptation en série, donc elle m'a très gentiment, délicatement mis un exemplaire de côté, alors encore un grand merci à toi Léa. Et parce que la thématique du mois prochain sur Patreon, ça va être la nourriture, les livres qui donnent faim, et que notre lecture commune a été sélectionnée pendant que j'étais à Londres, je ne me suis pas privée de prendre quelques titres que j'avais glissés dans la sélection et qui étaient chez Gibert d'occasion, à commencer par le roman qui a remporté tous les suffrages, à savoir Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, mais aussi La colère des aubergines de Bulbul Sharma qui m'intriguait tout spécialement, parce que c'est de la littérature indienne qui met en scène des grandes tablées de femmes qui vont discuter de leurs problématiques quotidiennes autour de bons repas. Et parce que quand vous traînez dans les rayonnages de littérature asiatique, des livres qui parlent de nourriture et qui donnent faim, il y en a pléthore, je suis également repartie avec Je mange bien, ne t'en fais pas. C'est un ensemble de portraits de personnages qui vont se croiser autour de la nourriture, des repas et qui vont se livrer. Je crois que celui-ci a une grosse prépondérance pour les thématiques autour du deuil, donc je suis pas persuadée que ce soit la lecture la plus facile à lire, mais je suis quand même très curieuse de voir ce que ça donne. Et parce que l'une d'entre vous sur Instagram était en train de le lire et me l'avait recommandé, je l'avais noté dans un coin et en le croisant complètement par hasard dans les étagères, je me suis précipitée dessus parce qu'il était d'occasion, il n'attendait que moi. Il s'agit de Deux pains et de lait, qui est écrit par Carolina Ramquist et qui est un témoignage de l'autrice autour des figures féminines de sa famille, articulé via le prisme de la nourriture, des repas réalisés, confectionnés mais aussi dégustés ensemble. Et enfin pour clore ce mini book haul, deux romans qui n'ont rien à voir avec la nourriture, à commencer par Au-delà des illusions de Duong Phu Wong, qui est une autrice vietnamienne dont j'avais adoré le roman Terre des oublis, donc encore une fois vous connaissez la chanson, celui-ci était d'occasion pour pas cher, je me suis donc dit que c'était l'occasion rêvée de poursuivre sa bibliographie. Et enfin dernier mais pas des moindres, je me suis procuré Miss Island de Odur Ava Olaf de Tyr, et je me suis désolée parce que je suis à peu près sûre que la prononciation n'est pas du tout celle-ci. Là c'est un récit sur une jeune femme qui rêve de devenir écrivaine, et c'est une autrice que j'ai actuellement l'occasion de découvrir parce que je suis en train de lire son dernier livre paru qui est dans ma bibliothèque, et comme je suis Miro, je n'arrive pas à voir ce qui est écrit sur le dos. Attendez, je vais vous le chercher. Il s'agit de celui-ci, La vérité sur la lumière, et pendant que je cheminais vers ma bibliothèque, je crois m'être souvenu que c'est pas son dernier mais son avant-dernier. En tout cas, il se concentre sur le personnage d'une sage-femme dont la grande-tante exerçait le même métier dans le même hôpital qu'elle. J'ai lu une 60aine de pages et je suis quand même globalement séduite par la manière qu'a l'autrice de tisser sa narration, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'approfondir et de vérifier s'il l'essaie transformer. Et voilà, je crois qu'on a globalement fait le tour et exploré ce séjour à Londres, mes dernières lectures, et concernant les autres projets que j'ai eu l'occasion d'évoquer au fil de la vidéo, notamment celui du podcast mais aussi de l'interview et de l'immersion que j'ai fait au sein des studios Eva avec l'équipe d'Audiolib. Je ne vais pas m'y appesantir outre mesure parce que c'est encore en pleine phase de réflexion, de maturation. Je sais pas encore exactement ce que je vais utiliser, comment je vais le faire, parce que ce qui était très intéressant au moment de l'enregistrement du premier épisode du podcast sur les métiers du livre avec Chloé qui me regarde sans doute donc je t'embrasse encore, merci de t'être prêtée à l'exercice. C'est que ça a été un véritable baptême du feu dans la mesure où on a eu des soucis de matériel, mes micro-cravates n'ont pas du tout rendu le son escompté, j'ai pas dû faire les bons réglages. En plus, j'avais loué une cabine privative dans un espace de coworking que j'aimais bien, mais je l'avais jamais vue, l'édite cabine, qui était en fait minuscule. Il y avait une ventilation, il y avait un écho qui était vraiment pas agréable, donc le son rend affreusement, je suis pas du tout satisfaite, et en plus comme j'avais l'intention de faire ça comme un entretien très intimiste et de me laisser porter par la discussion, et bien force est de constater qu'on s'est trop laissé porter par la discussion. J'ai pas été suffisamment en mesure et capable de recentrer nos échanges, ce qui est un très bon apprentissage parce que ça prouve que on réussit pas toujours tout du premier coup. Je pense pas que cet épisode soit exploitable en l'état, même si je réfléchis à le monter en dépit de tous les reproches que j'aurais à lui adresser, parce que ce qu'on s'est dit ne reste pas moins intéressant, et c'est aussi une façon de montrer que quand on a de nouveaux projets, quand on s'essaye à des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de
mettre en pratique, de toucher du doigt. Il y a forcément des loupés, on peut pas être efficace et à 100% et opérationnel dès le départ. Il y a des trucs qui vont tomber à l'eau, qui vont faire plouf. Il va falloir ajuster, repenser. Et c'est des choses qu'on ne voit pas assez sur les réseaux sociaux. On a tendance à voir des rendus qui sont toujours plus pro, plus qualitatifs, avec beaucoup de montage, beaucoup d'effets. Et c'est quelque chose de très positif parce que ça a tendance à niveler les contenus par le haut, à être très beau. Et c'est très formateur. Mais malgré tout, ça peut avoir un côté plus pervers, plus culpabilisant, plus frustrant. Parce qu'on se dit, mais purée, il ou elle a tellement tout compris, maîtrise tout, c'est tellement abouti et parfait que ce que je fais n'a aucune tronche en comparaison, alors que vous n'en êtes tout simplement, sans doute pas, au même moment dans l'apprentissage créatif, et c'est totalement ok. Et à mon sens, à mes yeux, c'est important aussi de rappeler la valeur de l'échec. C'est pas parce que c'est raté, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on avait en tête, que ça ne sert à rien. C'est comme les personnes qui se réorientent et qui sont toujours penauds ou penaudes quand on en discute, de me dire ah bah oui non, j'ai fait telle chose avant ça, mais au contraire, je trouve que c'est une force. Moi je me suis réorientée plus de 5 fois et chaque choix m'a apporté des choses positives ou négatives, mais ça m'a permis de me forger, d'apprendre de nombreuses compétences très diverses, de devenir très adaptable et curieuse et polyvalente. Bref, il faut savoir tirer du positif et du sens dans ces échecs, dans ces trucs un peu loupés, dans ces choses qu'on aurait envie de planquer sous le tapis, alors que dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, au contraire, elles sont portées au nu et valorisées. Et ça fait du bien aussi de temps en temps de se rappeler que tout ne doit pas être parfait, au cordeau, complètement abouti. Non, stop au perfectionnisme, lâchons-nous la grappe, ça nous fera beaucoup de bien. Cela dit, si vous êtes curieuse et curieux de suivre le processus de création autour de ces podcasts, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon parce que c'est là-bas que ça va germer et aboutir et que vous allez pouvoir participer à certaines étapes. Vous pourrez aussi y retrouver tout un tas de contenus exclusifs, des lives, un club de lecture, un serveur Discord, des recommandations et des goodies. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos et je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent déjà, qui sont déjà présentes, qui font vivre la communauté. C'est une aventure extraordinairement palpitante qu'on vit toutes et tous ensemble. Alors les Pradouillets, les Pradouillettes, un immense et infini merci. Et sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on se quitte. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!